trois décisions de création, modification de l'emploi. Donc, dans les services techniques bâtiments, un poste d'adjoint technique de deuxième classe. On avait budgété ce poste à l'occasion du vote du budget. On vous rappelle que ce service bâtiment est composé d'un chef d'équipe, de 3 menuisiers polyvalents, dont l'un, André, est en arrêt pour accident de travail déjà depuis quelques années. Et donc, je suis opté pour un départ en retraite en 2014. Il n'est pas un service depuis un plombier et un électricien qui assurent aussi le remplacement de l'électromécanicien lorsque il y en a besoin à la station d'épuration. Donc on vous rappelle que ce service d'entretien de bâtiments intervient de plus en plus pour les travaux de réparation, de rénovation, même de l'extension, de petites extensions et de création. Il veille aux normes de sécurité et bien sûr la maintenance du réseau d'éclairage public, la programmation, le montage-démontage des illuminations de Noël. Donc voilà son cadre de travail. On le sollicite de plus en plus aussi pour des demandes d'intervention dans les bâtiments publics. Et donc, il est nécessaire de renforcer cette équipe et en particulier, il ressortait de l'analyse faite qu'il fallait renforcer l'équipe par un peintre revêtement. C'est une spécialité aujourd'hui et vraiment des interventions assez fréquentes. Donc voilà, on a proposé de recruter un peintre, un agent polyvalent des bâtiments spécialisés. L'argent recruté provenait du privé, donc il rentre en tant qu'adjoint technique de deuxième classe. Donc je vous propose de créer ce poste à partir du 1er septembre. Toute petite faute, la dernière ligne, spécialité peinture revêtement. Peinture Vous précisez qu'un menuisier polyvalent est en arrêt pour accident de travail sans solution pour placement professionnel. Donc là, je vais vous préciser les circonstances de son accident du travail et quelles solutions ont été recherchées pour son reclassement professionnel en tant qu'employeur. Quand une personne ne peut plus travailler du fait du travail, on va quand même se poser la question d'essayer de trouver le maximum de solutions pour lui proposer quand même d'être maintenu dans son entreprise, dans sa collectivité. Je m'interrogeais aussi sur la question des formations aux risques professionnels du personnel municipal et également des conséquences pour cet agent du fait qu'il n'a pas eu de reclassement professionnel. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour lui? Le verbe, vous voulez répondre parce que c'est tellement complexe. Ne reprenez pas tout de A à Z. Hein. Global, donc en fait, dans le cadre des accidents de travail, il y a un certain nombre de procédures réglementaires qui ont été suivies, qui ont été très longues et donc qui ont abouti il y a quelques mois à une décision de reclassement professionnel. Donc dans ces cas-là, il est proposé à l'agent d'intégrer la cellule de reclassement. En fait, pour reclasser un agent, il y a tout un travail qu'il fait aussi avec l'agent sur ce qu'il souhaite faire compte tenu des problématiques de santé qu'il a. Donc il y a une cellule de reclassement qui a été mise en place par M. Commission. Et donc l'agent avait souhaité intégrer cette cellule. Simplement compte tenu des nouvelles règles sur le régime des retraites, compte tenu que c'est un agent qui avait commencé à travailler très tôt, il peut partir en retraite avec sa retraite pleine, ses temps de cotisation réglementaire en 2014, et donc intégrer une cellule de reclassement courant 2013 pour un
après un départ en retraite en 2014, finalement, l'agent dit, donc il est payé normalement et il va partir en retraite. Très bien, c'est une bonne solution. L'agent n'a pas de conséquences financières à subir du fait de cet accident. C'était ma préoccupation. Et alors, l'autre volet sur la formation risque professionnel. Ça, c'est un domaine sur lequel les élus sont assez vigilants là-dessus. Et donc, on a tout un travail régulièrement tous les ans de formation au risque professionnel. Et donc là, on est en cours de remise à plat du document unique qui liste l'ensemble des risques afférents aux différentes tâches des agents. Donc c'est un document qu'on avait fait il y a à peu près 8 ans, donc on mettait à jour tous les ans, mais compte tenu des évolutions des techniques, de travail, il était bien aussi de remettre en plat et de refaire un travail avec l'ensemble des agents. Donc chaque service est en train de retravailler là-dessus. Pourquoi? Parce que bon, il y a des risques qui avaient été pointés il y a longtemps, qui ne sont plus forcément aujourd'hui. Par contre, il y en a peut-être d'autres nouveaux qui sont apparus et qui ne figurent pas. Voilà, parce que ça évolue, c'est quelque chose qui vit continuellement. Et donc tous les ans, on met en place des formations. Notamment, il n'y a pas que ça, parce que l'un des risques principaux, c'est le risque incendie, parce que c'est celui qui est le plus fréquent qui peut être le plus fréquent dans les bâtiments et en termes de gravité est le plus dangereux et qui concerne un maximum d'agents. Donc il y a tout un travail sur la sécurité incendie des bâtiments. Enfin, voilà, il y a plein d'actions qui sont mises en place et la formation est un élément important qui fait partie d'un. Oui, mais bon, c'est-à-dire qu'on a profité du document en ligne pour intégrer tout ce qui traitait des risques professionnels. Et vous pourriez préciser les circonstances particulières de cet accident du travail? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une chute? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens bien, c'est en déchargeant des grilles d'un camion, d'une remorque. Il l'a mal réceptionné et il a été, je crois que c'est la grille qui a percuté son épaule et comme il était près d'un mur, il a été envolé contre le mur. Donc son épaule a pris un choc et souvent, quelquefois, c'était pas quelque chose de grave en soi, mais bon, souvent il y a des problématiques latentes que les agents qui connaissent pas, qui se réveillent, notamment des arthroses. Et donc il y a eu des complications qui ont fait que son bras n'a pas retrouvé la mobilité qui lui permettent surtout de travailler en conformité parce que le bras est... Merci pour cette question. Je mets au vote ce point-là. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Le second point, ce sont des agents de la médiathèque, donc sur les postes d'adjoint du patrimoine. Donc on vous rappelle que la médiathèque qui fonctionne sur le site municipal depuis 2010 a vu sa fréquentation augmenter. De nouveaux services ont été proposés. Donc, tout ça fait que l'équipe de médiathèque est composée de 2 professionnels et de 18 bénévoles qui ont du mal à faire face. L'évolution constatée ci-dessus fragilise cette organisation qui exige des bénévoles, plus de professionnalisation, et des professionnels, plus de disponibilité. Donc aujourd'hui, les 2 professionnels couvrent les tâches d'ouverture de la bibliothèque, mais ils peuvent dégager davantage de temps. Donc, ils ont sollicité un temps supplémentaire. Moi, j'ai jugé normal. Et donc, on a proposé la création en 2013 d'un mi-temps, pour renforcer l'équipe. Donc ceci a été validé par le comité technique paritaire le 13 mars.
Donc, la candidature retenue suite à la consultation détient, la candidate détient le grade d'adjoint du patrimoine de première classe. Autre circonstance, Madame Joumier donc, a eu la possibilité d'intégrer les services du Conseil général par une mutation, et donc il nous faut remplacer Madame Joumier. Et enfin, la mise au départ en disponibilité en avril 2010 d'un agent a laissé un poste vacant, donc c'est simple, on propose de le supprimer. Donc voilà, on propose de mettre à jour le tableau des emplois à la médiathèque, un adjoint du patrimoine de première classe qui est supprimé, qui est créé par délibération du 28 avril 2009, la création d'un adjoint du patrimoine de deuxième classe à temps complet, pour remplacer Mme Joumier, et la création d'un adjoint du patrimoine de première classe à 17h50 hebdomadaire à partir du 1er septembre 2013 pour le complément du poste sollicité par la médiathèque. À votre l'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Une création de classe maternelle supplémentaire à Charcot, donc qui nécessite la création d'un poste d'ADSEM. Donc la création d'un poste d'ADSEM de première classe. Alors il y a une petite modification, c'est pas 30 heures hebdomadaires, c'est 31h25. Rectifié, 31h25. Pas de contre, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Élif, un point sur la rentrée, puisqu'on est dans les ADSEM. Donc pour la rentrée, on a un effectif qui est toujours un petit peu en hausse. Aujourd'hui, on a 1073 élèves qui sont entrés en primaire, avec notamment l'ouverture de classe à Charcot, le recrutement de la Seine. Madame Dubovani, qui a 16 ans d'expérience professionnelle en réseau de la Seine Bergerelle. Voilà, les travaux ont été réalisés cet été, tout ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Les photocopieurs sont pas rendus, donc les écoles sont très satisfaites. Donc il n'y a pas de changement, sauf au calcul, mais là vous l'avez vu, il y a une classe qui disparaît, et les effectifs plutôt en baisse sur les calculs, un tout petit peu, et puis plutôt en hausse sur Jean-Charles. Une ouverture à Jean-Charles. Sinon à Port-Orient, et dans les écoles privées, ça ne passe pas. Non, alors je tiens à préciser, sur Camille, c'était volontaire. Effectivement, on a une ouverture de classe qui un petit peu soulagé l'effectif, mais après l'idée c'était bien effectivement de réduire les inscriptions pour que l'école retourne sur son régime normal qui est de 8 classes, c'est pas une autre classe. D'accord. Le point 9, vous savez qu'on avait pris la décision de créer 3 contrats d'emploi à venir. Un a été pourvu à l'espace de KT, donc ça marche depuis plusieurs mois. Et je vous propose de créer 2 postes à partir du 1er septembre. Un à la cuisine centrale pour aider l'équipe de restauration et de confection de repas, et un à l'accueil à la mairie qui pourrait faire à la fois les tâches d'accueil et d'accueil aussi au CCAS. Donc je vous demande de nous donner pouvoir pour signer ces 2 contrats nouveaux. Pas de problème, pas d'abstention. Tout ça c'est adopté à l'unanimité. Et donc on a pourvu avec Pôle emploi et la mission locale à un des emplois qui est le poste de cuisine centrale par un jeune de Lichage de Charcot, Kevin Guillemette, c'est ça? Je crois que c'est ça. Donc il va prendre son poste lundi. Accepter la création de ce poste. Et on n'a pas encore reçu des candidatures pour c'est jeudi pour l'agenda. Le point 10, c'est une régularisation que je vous propose avec
l'accord de la VDC. Donc, sur le fait qu'on n'assiste plus aux commissions. Donc, avec son accord, on propose de chacun d'entre nous une indemnité modeste, certes, mais qui existe malgré tout pour payer l'essence à chaque fois que vous vous déplacez. Donc, avec l'accord de la VDC, on propose de supprimer l'indemnité de fonction à M. Le Floch à partir du 1er septembre. Au conseil municipal. Attendez, est-ce que vous me permettez de faire voter avant que... Non, parce que je crois que là, il va y avoir débat sur cette délibération. Et donc, je pense qu'il est important quand même que chacun entende le libéré de cette délibération. Et je pense notamment au public pour qu'il se rende bien compte de quand même ce qui se passe là. Alors, M. Joël Le Floch, conseiller municipal, ne pouvant plus assister aux commissions et aux réunions du conseil municipal, qui n'est pas seulement aux commissions, en raison d'un changement dans sa situation professionnelle, nous a fait savoir par message électronique en date du 17 juillet 2013 qu'il renonçait à son indemnité de fonction sans démissionner pour autant. Alors moi, je vous demande, M. le maire, ce que vous pensez réellement de cette délibération, personnellement et sincèrement. Écoutez, moi, j'applique la loi. Moi, j'applique la loi. Vous savez comme moi que la loi permet des élus qui ont été légalement élus. Vous savez très bien. Et donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez mettre le doigt là-dessus, puisque vous savez que c'est légal. Hein. Je sais que c'est légal. J'ai appelé la préfecture aujourd'hui, je sais que c'est légal. Par contre, j'ai repris quand même tous les procès-verbaux depuis octobre 2011. Si c'est le choix de Il se trouve que M. Le Floch, qui justifie renoncer à son indemnité de fonction aujourd'hui au titre qu'il ne peut plus participer aux conseils municipaux, qui sont quand même l'assemblée plénière où se débattent les délibérations, qui est l'assemblée publique et qui est celle à laquelle les citoyens peuvent participer, au moins entendre ce qui se passe, eh bien, il n'est plus là, M. Le Floch, depuis octobre 2011. Alors moi, j'aimerais savoir, quand on est conseiller municipal, on ne peut plus, si c'est légal, j'aimerais savoir si à un moment donné, il ne faut pas se poser la question. Si on était tous dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez? Ben moi, je vais vous dire ce que je ferais. Moi, je démissionnerais. Et je laisserais la place à celui qui suit. Et celui qui suit, il se trouve que c'est Laurent David. Alors, moi, je vais demander à Mme Kipper, qui est quand même la tête de liste de ce groupe. Nous faisions partie de la même liste, Mme Kipper. J'ai fait scission avec ce groupe pour une question de valeur. Et là, aujourd'hui, je vais vous dire, je ne regrette pas d'avoir fait scission. Parce que je pense que sur le terme de la citoyenneté, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Parce que moi, je pense que quand on est élu, on doit assister aux réunions du conseil municipal. Même si, légalement, on peut y renoncer. Voyez-vous? Alors, il se trouve que Laurent David fait partie du groupe GPRM, Guichard Montréal en mouvement. Il se trouve que GPRM, j'en suis la présidente. Est-ce que par hasard, ça aurait un lien? Je vous pose la question, Madame Kipper. Alors, est-ce que je peux quand même simplement rappeler que M. Le Floch adresse quand même des pouvoirs de façon régulière. Comme vous l'avez évoqué en tout cas, il reste dans un cadre... Répondez, je vais vous montrer que c'est pas ça. Voilà. Que nous ne sommes pas, nous, en situation de décider à la place de M. Le Floch, que lui, il a l'honnêteté, par lui-même, effectivement, de ne pas demander cette indemnité qui se monte à hauteur de 68 €. C'est important de dire, hein, c'est 68 €. Voilà. Donc, simplement, je crois que c'est une démarche qui se veut honnête. On est à quelques mois des élections, ça n'aura échappé à personne. Donc, je crois que c'est le principal intéressé, effectivement, qui doit être directement sollicité par vous-même pour répondre à cette question. Vous n'avez pas influencé ce choix, Madame Kipper, jamais. Le fait que Laurent David soit le suivant sur la liste n'a pas motivé cette décision de ne pas démissionner alors qu'on ne peut pas participer à un conseil municipal. Et chacun jugera, parce que chacun jugera. Moi je dis, on parle beaucoup de citoyenneté, on parle beaucoup de démocratie participative. Il se trouve que, vous voyez, on a fait partie de la même liste. Donc moi aussi je me suis battue pour la démocratie participative. Et bien la démocratie participative, quand on est élu, c'est de participer au conseil municipal. Ou alors on ne parle pas de la même chose. Voilà. Alors moi je la revendique la citoyenneté et je revendique la démocratie participative. Donc alors comme je ne peux pas voter contre, parce que je ne vais pas quand même voter contre le fait qu'il renonce à son indemnité de fonction après 2 ans d'absence. Je ne vais quand même pas être aussi grotesque dans cette intitulé. Eh bien je vais m'abstenir parce que... Bien, alors je mets au vote. Est-ce qu'il y a chez Madame Kipper? Indiquer que les procès d'attention de cette nature ne devraient pas avoir lieu effectivement quand on se réclame d'un certain nombre de valeurs ici même. Donc c'est tout ce que je souhaitais dire. Chacun jugera. Bien, allez, qui c'est qui vote contre? Qui c'est qui s'abstient?
Une abstention. Donc, le vote pour. Là, le point important aussi de cette réunion de conseil municipal, c'est l'accord demandé au conseil municipal de Guichen de fusionner dans une nouvelle intercommunalité sur proposition des communes, des intercommunalités, et repris par le préfet dans un arrêté. Donc c'est pas trop long, donc je peux relire la proposition de délibération. Donc, fusion de Nord-de-Bretagne communauté avec la communauté de communes du canton de Guichen, avec extension aux communes de Guipry, de Loyac, de Saint-Malo-de-Filly et de Messac. Et ceci à compter du 1er janvier 2014. On vous rappelle que nous avions déjà pris une délibération le 26 mars 2013 pour donner l'accord à la fusion et extension de la communauté de communes de Nord-de-Bretagne, de Moyenne-Vilaine et Semnon et de la communauté de communes du canton de Guichen, avec les 4 communes de Guipry, Messac, Loyac et Saint-Malo-de-Filly. On avait déjà délibéré, mais sur un périmètre plus vaste. Là-dessus, un certain nombre de conseils municipaux, en particulier de MVS, ont donné un avis défavorable sur ce grand périmètre. Et le préfet, suite à la CDCI du 15 avril 2013, a mis un avis défavorable à ce projet de fusion. Et dans la même séance, suite à une proposition des comités de communes de Nord-de-Bretagne, de Guichen et des 4 communes, a proposé une nouvelle intercommunalité. Donc il nous a fait savoir qu'un nouvel arrêté serait proposé aux communes pour délibération, avec un rapport explicatif, une étude d'impact du budgétaire et fiscal, et les nouveaux statuts de l'intercommunalité, tous documents qui sont joints à votre délibération. Par courrier du 12 juin 2013, le préfet nous a notifié l'arrêté préfectoral portant projet de fusion de Nord-de-Bretagne communauté de communes du canton de Guichen, avec extension commune de Guipry, Loyac, Saint-Malo-de-Filly, Messac. À compter de cette date, tous les conseils municipaux, les conseils communautaires ont 3 mois pour délibérer. Quand tout le monde a délibéré, nous devons être la dernière commune à délibérer. À défaut de délibération dans un délai de 3 mois, c'est réputé favorable. On vous rappelle les règles de majorité qualifiée. Accord des 2/3 au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre, représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Et ces majorités doivent également être nécessaires pour être aussi nécessairement comprendre au moins 1/3 des conseils municipaux des communes regroupées dans chacun des EPC. Sous réserve de leur accord, l'arrêté de retrait des communes des EPCI dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre. Il s'agit de 4 communes qui auparavant étaient dans la cantonne de Guipry. À l'issue de cette période de consultation, la CDCI se réunira à nouveau pour se prononcer sur le projet de fusion-extension. Je crois que la date est arrêtée au 16 septembre. Donc après discussion entre les communes et les présidents de communautés de communes, il a été proposé de donner un nom à cette EPCI, Vallon-de-Bretagne Communauté, qui formerait un ensemble de 20 communes regroupant 40 226 habitants. La loi prévoit que le projet de périmètre, d'un seul tenant et sans enclave, peut comprendre les communes dans l'inclusion de nature à assurer la cohérence spatiale et économique, ainsi que la solidarité financière nécessaire au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma de coopération territoriale. On a repris là quelques paragraphes de l'arrêté du préfet ou de sa lettre de présentation. Et la concertation qui a été menée a contribué à trouver un territoire cohérent et structuré, pas ce qu'on avait souhaité au départ, mais
le projet peut aussi répondre à un nouveau territoire cohérent et structuré et un projet partagé et ambitieux. Je le rappelle, c'est des éléments qui ont été mis en avant, qu'il y aurait 3 pôles principaux, qui sont les pôles existants, que sont Vitry-Messac, Bichat, le nord de Bretagne, et le siège de la communauté se situera à Bichat. Ce concept respecte les spécificités de chacun et garantit l'équilibre du territoire et s'appuie sur un socle composé de l'intégralité des compétences des différentes polarités. Et vous avez bien compris, après avoir lu que on reprend toutes les compétences et dans un délai de 2 ans, la nouvelle intercommunalité a la possibilité de modifier ses compétences. C'est la loi. Ça se fera vraisemblablement parce que si vous avez lu un petit peu les statuts, le nombre de compétences qui étaient valables pour chacune des communautés communes, mais pas pour la nouvelle commune. Voilà, donc il vous est proposé de mettre un avis favorable sur ce projet d'arrêté préfectoral. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si sans doute, je n'ai pas envie de vous parcourir. Vous l'avez entre les mains. Il y a aussi une analyse financière qui est résumée dans la première page. On met en avant le fait que les situations financières de chacune des communautés de communes est assez proche. Il n'y a pas de grande disparité. Une seule disparité, quand même importante, il faut signaler, c'est que la communauté de communes du canton de Bichat reverse de la richesse aux communes membres, alors que les autres en ont beaucoup. Ils n'en ont pas du tout comme un nord de Bretagne. Donc là, il est prévu qu'il y aurait un lissage sur le temps, au moins un mandat, pour que les communes d'Axor ne soient pas perdantes en matière de reversement de taxes professionnelles, mais que le lissage se fasse sur une période au moins aussi longue que le mandat. Ce sont des choses qui seront mises en place par la nouvelle intercommunalité. Sinon, je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences. Au niveau de DGF, ce serait un tout petit peu plus favorable, mais ce n'est pas énorme. À la présentation de l'espace Galapé, il y avait quand même, pendant plusieurs années, une diminution. À la présentation de l'espace Galapé, oui. Il y avait quand même une diminution de la dotation pour la commune de Bichat pendant plusieurs années. Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans le document qu'avait présenté le maire d'Annecy, alors ça, c'est un tableau qui était un document de travail préparé par un élu. J'essaie de regarder les tableaux des convergences. C'était 2021 ou 2022, non? Avec, oui, celui qui était modeste quand même, en fait, tout est relatif. C'est-à-dire qu'on passe, je dis bien, je redis, c'est un tableau qui a été présenté. Pour moi, il n'aurait pas dû être présenté parce que c'est un document qui n'a été validé par aucun élu. Donc c'est vraiment une présentation de la part d'un élu de ce que pourrait être un tableau de convergence des reversements. Dans ce tableau, on passerait de 784 000 en 2014 à 705 000 en 2021. Tout ça dans un contexte d'évolution fiscale, puisque tout peut bouger actuellement. De toute façon, au niveau du gouvernement, ça réfléchit sur les dotations collectivités. Donc, ce qui était vrai hier n'avait pas forcément demain. Donc, d'où la question de se poser la question quand même d'un projet commun sur cette communauté de communes. C'est la question que je vous avais d'ailleurs posée quand on avait pris la délibération le 26 mars 2013. Je m'étais opposée, vous vous souvenez, à la fusion
Oui, sur le grand périmètre. Voilà, le grand périmètre, en disant que c'était une fusion en fait par défaut parce qu'on avait peur du grand méchant Rennes Métropole et que moi personnellement, sur cette fusion-là, il y avait quand même 14 communes qui la refusaient et c'était un mariage forcé. Donc j'avais voté contre. Et je suis heureuse de voir aujourd'hui que le préfet n'a pas validé ce mariage forcé qui vous a été validé. Aujourd'hui, c'est sage, le préfet. Le préfet est sage. Comme quoi, il faut prendre la Ou la CPCI, j'en sais rien. L'administration parfois plus riche. Non, mais il n'y a pas que le préfet. Et du coup, moi, Vous aujourd'hui... vouliez préciser, Madame Hôtel, que c'est le même préfet qui avait impulsé ce type de concertation, de réflexion. Oui, mais quand même, au moment du vote au conseil municipal, vous avez le choix de ne pas valider ceci. Moi, je ne l'avais pas validé, j'avais voté contre. On me pose la question du projet commun. Aujourd'hui, je vais valider ce projet en disant que je pense que c'est toujours un refus de Rennes Métropole quand même quelque part, mais comment ce projet il est à échelle humaine? Parce que 40 000 habitants, une fusion proche de Meaux, on peut trouver des intérêts communs. La communauté du Nord est une commune en pleine expansion en termes de mobilité aussi des jeunes ménages, parce que beaucoup de jeunes ménages s'installent sur Meaux. Donc il y a un gros développement au niveau des infrastructures. Donc je pense qu'on peut avoir un périmètre commun sur tous ces sujets-là. Alors, je ne renonce pas à ce qu'on arrive à un moment donné quand même à réussir à créer des alliances avec Rennes Métropole pour la question de nos déplacements tout simplement, parce que c'est vraiment le serpent les déplacements, surtout pour Pont-Réan, juste à côté de Bru, Rennes Métropole, on se posera toujours cette question des déplacements. De toute façon, la question des déplacements se pose parce que tout le département, au moins grande partie du département, lorsqu'on quitte Rennes Métropole. Donc là, sans doute des recherches plus larges que la communauté de communes, celle de Guichin, du Nord, de la nouvelle intercommunalité, c'est toutes les intercommunalités périphériques de la métropole qui sont dans la même situation, et c'est peut-être d'autres idées qui sont évoquées, je ne sais pas si elles seront à leur terme, de syndicats mixtes de transport de tout. Je voulais simplement dire que ça dépassait largement les seuls intérêts de notre commune, celle du Nord. Pardon, juste, on n'est pas sur les mêmes bassins de vie quand même. Effectivement, la question des déplacements se pose bien sûr pour tout le monde, mais les zones, en tout cas, de déplacement ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire, voilà, il y a des populations qui n'ont pas vocation forcément à se déplacer de façon aussi massive sur Rennes en particulier, sur l'ensemble là du périmètre qui est toute la Comcom de Château-Giron, en tout cas, les bassins de vie ne sont pas les mêmes. La Comcom de Clément, c'est une situation identique. Oui, enfin là, il y a quand bassins. même beaucoup de communes qui n'ont pas forcément beaucoup d'habitants, donc il n'y aura pas les mêmes besoins que Guichin avec 7500 habitants. Donc moi, on peut préciser qu'à l'Axor, en tant que délégué, moi j'ai voté contre parce que ce projet, je pense que pour moi, il répond pas ce dernier, là, si, j'avais pas noté que vous aviez voté contre. Là, jusqu'à présent, je dois voter. Ah oui, jusqu'à présent, mais il me semblait qu'à la Ah non, j'ai pas dernière voté pour. communauté de communes, il me semblait que vous aviez voté pour, ou je ne sais pas, moi. Enfin, ah bon. J'aurais fait cette remarque à mon voisin. Ah bon, bah, J'avais fait cette remarque à mon voisin. Alors c'est une erreur. Parce que pour moi, ça. On va vérifier quand même. Oui. Peut-être que. Oui. Mais je crois pas. Donc pour moi, ce projet ne correspond pas, je pense, à l'attente des Guichins. Parce que globalement, les habitants de Guichin sont quand même orientés plus vers le bassin rennais que vers le sud. Et donc, on verra, parce que c'est la décision qui sera décidée. On sera avec nous les messages, on verra ce que ça donne. Mais moi, je pense quand même qu'au niveau des habitants, on ne répondra pas forcément à leur attente avec ce projet. En tout cas, c'est un sujet qu'on a évoqué de façon systématique. De façon systématique, on s'est prononcé dans ce sens-là. Et effectivement, Daniel, le représentant au sein de l'Axor, a bien tenu quand même ces mêmes positions. D'accord. Monsieur le maire ? Oui. Alors, je voudrais que vous alliez plus loin dans votre logique. Si vous ne validez pas ce projet, est-ce que vous soutenez un projet d'adhésion à Rennes Métropole ? Parce que derrière ça, vous savez très bien qu'à l'échelle aujourd'hui de l'Axor, on a l'impossibilité de rester au niveau de ce périmètre pour des raisons aussi fiscales. On n'est pas sûr de l'avenir. On n'est pas sûr de nos budgets de fonctionnement demain. Donc cette décision, elle a été prise aussi dans ce sens-là, je le sais.
Maintenant, est-ce que vous êtes sûr aussi que tous les habitants de Bichin, et c'est là aussi la difficulté, hein, la difficulté de la communication aux habitants et de ressourcer quels sont leurs besoins et leurs demandes et leurs volontés, ce qui n'a pas été fait dans ce projet quand même. Est-ce que vous êtes sûr que les habitants de Bichin sont prêts à voir les contraintes entre guillemets de Rennes Métropole? Moi personnellement, je suis prête à ça, à payer plus d'impôts, avoir plus de services, mais qui se sont localisés plus sur la périphérie rennaise. Parce que moi, je vais souvent à Rennes. Est-ce que c'est le cas de tous les Bichinais pour Rennes? J'en suis pas sûre. Donc, est-ce que cette démarche-là, c'est pas quand même le premier pas vers une démarche d'élargissement et peut-être de rallier plus tard Rennes Métropole? Voilà. Est-ce que c'est pas le moment aussi de réussir à convaincre notre population localement? Vous savez que... C'est comme ça que je le vois personnellement, c'est ça que j'ai appris. Vous savez que, bon, je sais pas, les choses, si c'était 1 plus 1 égale 2, on saurait trancher, chacun pourrait trancher. Là, les choses sont beaucoup plus difficiles, compliquées. Il y a des questions de gouvernance, il y a des questions de fiscalité, il y a des questions de compétences. Alors, ce que l'on sait maintenant, c'est que Rennes va transformer en Rennes Métropole. Voilà, c'est des choses qui sont sur les rails, avec des compétences qui vont à nouveau s'agrandir. Voilà, donc moi je pense qu'une commune comme Bichin, à la rigueur, aurait pu adhérer à Rennes Métropole comme l'a fait Laillé. Je ne pense pas que ce soit le choix de la population. Mais bon, ça va permettre une action. Moi je reste convaincu que ce n'est pas le choix de la population. Ça, c'est mon avis, on n'a pas fait de référendum, mais en plus, est-ce qu'un référendum l'aurait montré, c'est pas sûr du tout. Par contre, ça veut dire qu'on abandonne tout, effectivement, l'arrière-pays. Je pense qu'il n'est pas dans les intentions de Rennes Métropole d'être bientôt toute la... Donc moi je me dis, effectivement, on a aussi une vie commune avec un certain nombre de communes. Bon voilà, moi c'est un petit peu mon sentiment, je reste attaché à ce qui a été fait dans notre communauté. Au-delà. Il y a quand même conformité à ce qui a été fait, à tous les enjeux qui ont été, les défis qui ont été relevés, parce qu'il y en a eu un certain nombre. Ouais. Je ne remets pas le travail d'impôt, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui sont moins importantes que nous. Donc l'Axor, peut-être que seul pouvait continuer. Tout à fait. Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait absolument aller vers la métropole. Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'on n'a pas vu, on va dire, une étude comparative entre aller vers la métropole et vers le sud. Et moi, c'est ce que je reproche. Ou de rester seul. À la communauté. Sur rester seul, une communauté de communes à cette commune, sur la durée, c'était, à mon avis, difficilement défendable. Pour autant, pour exprimer un avis complémentaire sur ce qui a été dit, le fait de trancher entre Rennes Métropole ou pas Rennes Métropole, c'est pas si simple qu'il m'y paraît au prime abord, et c'est probablement parce que c'est complexe que les éléments de réponse ne sont pas aussi tranchés qu'on veut bien le croire. Pour autant, ce qu'on oublie peut-être de rappeler, c'est que le mariage de raison qui était celui d'Axor avec Meyel-Guilhem et Sénon, c'est pas fait. Là aussi, on peut dire que par des jeux politiques. Pour autant, les aspirations en termes de développement de territoire, moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est à un point d'étape, et ce qui est en train de se dessiner, ça ne fait que préfigurer des fusions à venir avec une grande intercommunalité au sud de Rennes, et j'ai dit, cette grande intercommunalité au sud de Rennes, elle aura toute cette légitimité pour être un poids dans le balancier avec la métropole. Donc je pense que c'est un processus d'étape, et qu'en termes de logique de développement territorial, à terme, je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas d'alternative à un grand territoire au sud de Rennes, et ça sera le seul moyen pour l'ensemble des territoires, on va dire, périurbains de Rennes Métropole, de trouver des leviers d'une dynamique en termes de développement. Mais ça reste une... Je voudrais compléter aussi, au niveau du pays, il y a aussi des rencontres avec le pays de Rennes, aussi sur un certain nombre de domaines avec le pays de Rennes, avec le pays de Brocéliande, avec les territoires de la communauté, les communautés de communes qui font partie du
pays de Rennes, mais qui n'adhèrent pas à Rennes Métropole. Donc il y a aussi des réunions, des réflexions de ces territoires entre eux, et avec Rennes Métropole. Moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport à effectivement l'étude ou pas de rejoindre Rennes Métropole. Pour moi, je dis pas vu. Et dans le sens où effectivement Rennes a passé une métropole avec tout ce qui va avec. Et voilà, de peser le pour et le contre. Je n'ai jamais dit qu'il fallait aller absolument vers la métropole. Mais moi, je trouve que cet exercice-là n'a pas été fait. Parce qu'il était complexe à faire, alors on a donné, comme d'autres communes, on a donné des indications, effectivement. C'est possible, mais bon, En tout cas, c'était un souhait qu'on avait formulé depuis le début, c'est qu'il y ait plusieurs hypothèses qui soient en tout cas creusées. Et c'est vrai que voilà, si on veut voter contre en tout cas cette proposition-là, c'est aussi parce qu'effectivement, on n'a pas eu d'alternative, en tout cas, qui nous permet de faire un vrai choix. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Donc je peux mettre au vote. Sur ce point, est-ce qu'il y a des votes contre? Il y a 3 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc ça veut dire que les autres votent contre. Donc la délibération suivante suit cette demande et entérine le nombre de délégués en fonction de la taille de la commune. Donc vous voyez que la loi, pour une communauté de communes de l'importance de celle de demain, 40 000 habitants, donnerait 42 délégués en cas de désaccord entre les délégués. Et la loi permet, en cas d'accord des délégués, de pouvoir atteindre 52, c'est-à-dire 10% de plus sans doute. Et donc ce qui vous est proposé, c'est un nombre de 48 délégués, et qui sont répartis en fonction de la population de chaque commune. Pour les communes de moins de 1000 habitants, un délégué. Pour celles dont la population est comprise entre 1000 et 2000, 2 délégués, pardon, ainsi de suite. Donc pour Luchat, ça fait 8 délégués. Est-ce que je peux mettre au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Pour être cohérent, simplement, on s'abstient. Oui. D'accord. Donc 3 abstentions. Et les autres sont pour, c'est ça? Médiathèque, Élise, pas Élise, Annie Carlin, non? Médiathèque, c'est toi ou c'est... Oui. Allez. En médiathèque de Guichard, révision du tarif le 6 septembre 2013. La mise en réseau des bibliothèques de la communauté de communes Axor nécessite la mise en place de règles communes à toutes les bibliothèques et d'une tarification unique. C'est pourquoi les commissions Petite Enfance, Jeunesse, Culture, Spectacle et Finances, Développement économique, Emploi, réunies respectivement les 16 mai 2013 et 26 août 2013, proposent de modifier les tarifs de la médiathèque au 6 septembre 2013 de la façon suivante. Donc, abonnement annuel de date à date. Pour les moins de 18 ans, maintenant, c'est gratuit. C'était avant également. Par famille, c'était 15 €. Le nouveau tarif est de 12 €. Pour une personne seule, anciennement, il n'y avait pas de tarif, maintenant, c'est 6 €. Pour les personnes seules et les couples demandeurs d'emploi, ce qui était gratuit reste gratuit. Pour les demandeurs d'emploi, bien sûr, de la commune inscrits au Pôle emploi et sur présentation d'une carte d'inscription de moins d'1 mois. Pour les collectivités de la commune, établissements scolaires, assistantes maternelles, CCAS, associations, c'était gratuit, ça reste gratuit. La carte d'abonnement en cas de perte reste également au tarif de 1,50 €. Les livres de poche enfants ou adultes, revue enfants ou adultes, étaient à 6,20 €, ils passent à 6 €.
album enfant, CD-ROM, bande dessinée enfant ou adulte était à 12,50 €, ça passe à 12 €. Le livre brochet enfant ou adulte, roman, essai, documentaire, disque compact était à 18,75 €, ça passe à 18 €. Le coffret disque compact était à 36,40 €, ça passe à 36 €. Et les DVD, beaux livres et livres d'art étaient à 46,80 €, ça passe à 46 €. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais je pense qu'il apparaissait souhaitable que les différentes communes s'harmonisent. Et donc ça a été un jeu un petit peu moins pour certaines et un peu plus pour beaucoup plus pour les autres. Bien, pas de vote contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Et puisque nous sommes en période de rentrée scolaire, on propose de l'élever pour la. Oui, tout à fait. Il y a noté, il y a une faute, grosse faute d'orthographe. C'est les commissions qui proposent. Donc le point 14, la commission des finances vous propose de porter le coefficient multiplicateur pour l'actualisation de la taxe sur la consommation finale d'électricité de 8,12 à 8,44 pour le 1er janvier 2014. Donc c'est une taxe qui est fixée sur la vente d'électricité des habitants de la commune, donc on retouche le montant, c'est une somme non négligeable, 150 000 € à peu près tous les ans. Et donc le coefficient initial était de 8, et on doit le réévaluer, et pour que ce soit applicable à l'année N+1, il faut le réévaluer avant le 1er octobre de l'année N. On a loupé ça l'année dernière, c'est ça, parce qu'on n'avait pas intégré, donc on ne veut pas le louper pour 2014. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Médiathèque, c'est une décision annuelle. On peut bénéficier, dans le cadre du contrat de territoire signé par la communauté de communes avec le Conseil général, de 1777,78 de subventions au titre de l'acquisition des livres, de bibliothèques, médiathèques. Donc on vous propose de solliciter cette subvention. Pas de vote contre, pas d'abstention. Même chose pour le point 16, on peut bénéficier de 1 494 € au titre des amendes de police pour l'aménagement de la voie qui monte le champ de foire, place Georges de Cornec. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Et puis, même chose, le point 17, on vous propose d'accepter la répartition du fonds de concours AXOR, qui, au vu des 0,3 ans dans chaque commune de la communauté de communes, lui propose 26 972,48 € de répartition sur une somme globale d'environ 100 000 € au niveau de la communauté de communes. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Et merci. L'ordre du jour du Conseil municipal. Madame Hôtel, vous voulez poser une question? Alex, vous aviez répondu à une interview du Montréal de Rennes en avril. Oh là là, c'est vieux ça. En avril 2013, dans lequel vous indiquiez réfléchir à briguer un nouveau mandat et donner votre choix à la commission. J'aimerais savoir si vous avez bien réfléchi et quel est votre choix aujourd'hui. C'est bizarre, mon épouse m'a dit hier soir, je suis sûr que Madame Motel va poser la question au conseil municipal. Elle m'a dit non, elle a une sacrée intuition. Eh ben non, je ne vous donnerai pas la question encore ce soir. Il reste encore quelques jours. Monsieur Scheller, oui. Si vous avez des informations par rapport aux documents de la préfecture, sur toutes les zones de Loire et ainsi de suite, c'est des zones qui sont déjà existantes ou...
n'ai pas compris. Là, dans le document qui a été remis par la préfecture, Oui. il y a plein de zones. Oui, c'est un récapitulatif des zones existantes. Tout ce qui Donc, existe. là, il y aura sans doute du ménage à faire. Il y en a qui sont encore que des terrains agricoles. Dans l'existence, voilà. Mais ils sont notés dans les statuts de chaque communauté de communes ou de chaque commune. D'accord, il n'y a pas forcément les routes, tout ça. Non, quelques-unes sont encore en terre agricole. D'accord. Donc il va y avoir une réflexion à mener là pour. Oui, mais voilà, c'est pour vraiment les finir ou pour les annuler? Donc si vous voulez mon avis, il va falloir tailler dans la liste. Non, ça n'est que mon avis. D'accord. Il va falloir partager ça à la future intercommunalité. On est maintenant dans le regroupement de zones vous parliez tout à l'heure économiques. Vous parliez aussi des. C'est vrai qu'on voit a priori sur les autres communes et communes, il y a déjà des services qui sont regroupés au niveau de la commune, entre autres la garderie, je crois que c'était. Les espaces jeunes, tout ça, c'est déjà mutualisé. Dans certains territoires, sur le nord de Bretagne. Voilà. Et donc dans le projet à faire partout pareil Non, enfin, non, rien n'est dit là-dessus. Parce que en fait, chaque territoire a des spécificités. L'Axor, par exemple, a une salle de sport intercommunale. L'Axor a une école de musique. Ça n'existe pas dans les autres territoires. Donc, je ne sais pas quelle sera la décision, mais à mon avis, tout n'est pas forcément intercommunalisé. Donc, il faudra faire une analyse financière de chaque compétence pour voir s'il faut généraliser. D'accord. La réflexion, elle n'a pas eu encore. Non, on va démarrer. Une fois que le 16 septembre va être passé, il y a quelques mois, d'ici les prochaines élections, qui vont être mises à profit, mais à mon avis, ça n'ira pas très loin. Par contre, les 2 ans qui suivent, donc 2014 et 2015, sera mis à profit. Un an et demi. Un an et demi. Il faut mettre en place. Sinon, pour le moment, il n'y avait pas de conseil des maires. Non, il n'y a pas de conseil. Il n'y avait pas de conseil. Donc là, il va y en avoir un très. Oui, alors là, le conseil de maire a été proposé parce que, en fait, tous les délégués, il y aura dans certaines communes qu'un délégué. Donc, que l'ensemble des maires puissent éventuellement participer à une réflexion. C'est ce qui a été indiqué, comme pouvoir être réunis 2 fois, 3 fois, 4 fois par an. Des thèmes politique peut-être, entre guillemets. Un petit peu à l'instar de tout ça à la métropole, là aussi, compte tenu du nombre de délégués, il y a un conseil des maires qui se réunit dans un temps. Donc c'est la même idée.